Bonjour à toutes, tous. Bon, alors ce séminaire, il vient en fait, c'est un pis-aller, hein, il vient en remplacement de la présentation que nous aurions dû faire en fin d'année à l'occasion du forum annuel. Hop, je vais peut-être fermer les micros. Voilà. Ce qui nous aurait permis d'avoir des discussions au-delà de la présentation que l'on va faire. Je ne montre pas la salle, mais effectivement, peu de monde, si ce n'est l'AFR, avec les personnels de l'AFR ou des personnels de la fédération qui sont ici, et la nouvelle direction, dont nous aurons la présentation tout à l'heure qui suit. Donc cette présentation-là a pour objectif de vous faire un petit point sur le bilan et les perspectives que nous avons présentées à l'HCERS en 2019, fin 2019. Il y a eu aussi l'année 2020 qui est passée par là. Donc, c'était pour faire un point sur ces évolutions qui ont été présentées, qui ont été évaluées, vous en faire un retour en termes d'organisation de la fédération, en termes de projet scientifique, si on peut le dire comme ça, c'est l'organisation, c'est la fédération. La recherche scientifique, c'est vous, laboratoire qui la faisiez, chercheurs dans ces laboratoires. Pour notre part, on travaille surtout sur les aspects organisationnels. Dans le périmètre thématique, quelles animations scientifiques ont été conduites et comment on peut préparer la suite. Un point aussi qui sera discuté, c'est les aspects de communication en général, laboratoire et les structures. Un deuxième volet qui sera important, dans lequel nous allons parler des projets d'infrastructure, notamment les plateformes technologiques et les aspects de développement avec une nouvelle structure, hein, le plateau de production végétale sur la Fédération de recherche. Et un point très important, on conclura par ça, par le pôle agrobiosciences qui sortira de terre, le PAPSB. Bon, premier point que l'on souhaitait vous présenter, c'est justement l'évolution de la direction, passée, actuelle et future. Donc, durant le contrat, nous nous sommes succédés à la direction de la fédération. J'ai pris les rênes en 2018, épaulé par Julie et Jérôme, et en héritant d'une fédération qui était en très bon état de fonctionnement. Et il faut en remercier Jean-Louis et Julie. Et avec la direction actuelle, avec Julie Tullimore et Jérôme Chave, nous avons travaillé à vous proposer des actions au service des laboratoires, à votre service en tant que chercheuse, chercheur, dans la mesure des moyens qui sont attribués à la FRIB, hein, et qui sont, vous le verrez, limités, mais quand même, il faut faire au possible. Donc, Jérôme et Julie ne feront pas partie de la future équipe de direction. Moi, j'en profite devant vous pour les remercier sincèrement et chaleureusement pour leur accompagnement. J'ai vraiment apprécié de travailler avec eux. C'est peu comme collègues, on va dire. Hein. Une grande intelligence, à la fois scientifique, d'organisation, qui m'a beaucoup aidé. Je suis connu pour ne pas être peut-être le plus performant en termes organisationnels, donc c'était extrêmement important. Et le plaisir de cette interaction très, très humaine, on va dire, qui m'a servi durant ces 3 années. Alors, pour la prochaine équipe de direction, je serai entouré par 2 nouveaux collègues, hein, Monique Burus et Benoît Lefebvre. Alors, vous noterez que dans le projet initial, si vous avez suivi ça, Mathieu Arla était initialement pressenti. Il en fera peu partie, avec l'accord des tutelles, hein, CNRS et UT3, et évidemment de Mathieu. Hein. Mathieu prenant la direction du LabEx Tulip avec Alexis Chen. Nous avons convenu conjointement qu'il ne lui était pas possible de participer activement à la FRIB. Nous serons attentifs à maintenir des liens, hein, notamment encore plus une écoute mutuelle entre le LabEx Tulip et la FRIB par ailleurs. Et donc, merci à Benoît d'avoir accepté la proposition que lui avons faite avec Monique Burus. Monique était prévue dans l'équipe, hein, pour participer dans les 5 ans à venir à la direction de la FRIB. Alors, si vous voulez bien, bon, je pense que vous le connaissez en général, mais malgré tout, Monique est
Et Benoît, si vous voulez bien dire un mot pour vous présenter face à caméra, je vais en profiter peut-être pour arrêter le partage, comme ça que vous puissiez vous voir. Bonjour à tous, donc je suis Monique Burrus, maître de conférence à EDB. Alors mon parcours en quelques mots, une thèse à l'ENSAT sur le tournesol au siècle dernier. Ensuite un postdoc à l'IBMP également au siècle dernier, toujours sur l'IBMP, l'Institut de biologie moléculaire des plantes à Strasbourg, toujours sur le tournesol. Et j'ai été recrutée maître de conférence à l'Université Champagne-Ardenne pour travailler sur la vigne et notamment pour développer les partenariats entre secteur universitaire et les entreprises champenoises du Champagne. Ensuite, en 2001, une mutation qui m'a amenée sur Toulouse, au LEH, qui était le laboratoire précédent EDB. En termes de thématiques de recherche, je travaille sur les interactions plantes-pollinisateurs sur différents modèles, par exemple Antherinum majus, et j'étudie la mise en place d'un isolement reproducteur dans une zone hybride. Voilà. Au niveau enseignement, je suis responsable d'un Master 2 gestion de la biodiversité. J'interviens dans les enseignements de botanique et d'écologie végétale. Bonjour à tous. Donc, je suis Benoît Lefebvre. Donc, alors moi, j'ai une formation d'ingénieur agronome. J'ai ensuite fait une thèse en Belgique, à Louvain-la-Neuve, sur des aspects de biologie cellulaire. Je suis venu à Toulouse en 2004 en postdoc au LIPM et j'ai été recruté chargé de recherche INRA en 2007. Donc, sur mes thématiques de recherche, j'ai travaillé pendant plusieurs années et encore un peu actuellement sur les mécanismes de perception de signaux symbiotiques et leur rôle dans la mise en place de la symbiose fixatrice d'azote chez les légumineuses et aussi de la symbiose endomycorrhizienne arbuscule. Alors, chez différents modèles, des légumineuses, mais aussi des divers dicotylédones et des monocotylédones. Et j'ai un peu fait évoluer cette thématique de recherche récemment, où je m'intéresse plus à la diversité à la fois côté fongique et végétal sur l'efficacité de la symbiose endomycorrhizienne arbuscule à stimuler la croissance des plantes. Voilà, ça, je te redonne la parole. Bon, écoutez, voilà, merci à vous, je remets le diaporama. Ça projette, ça passe? Pardon. Ça va le faire, normalement. Je le mets un diaporama. C'est bon, ça passe comme ça? Oui. Très bien. Bon, voilà cette nouvelle équipe qui commencera en 2021 ces nouvelles activités. Évidemment, la fédération, c'est bien autre chose que la direction. La fédération, c'est avant tout des personnels et des structures fonctionnelles. Alors, je tenais à vous rappeler un peu cette organisation. Il y a quand même 8 personnels CNRS qui sont affectés à la fédération de recherche et 4 personnels mutualisés. Bon, il se trouve qu'ils viennent tous du LRSV, dans ce sens-là. Donc, pour l'administration et les services communs, donc Sophie Guillem sur les aspects administration-finance, Solange Cassette pour documentation et une activité que vous présenterez aussi, qui est l'aspect de patrimoine immatériel scientifique, comme on le dit. La partie communication est assurée par Gaël Estève dans le cadre d'une prestation de service avec Comscience. Les personnels sont ensuite sur les aspects imagerie. Cécile Pouzet, Aurélie Leroux, Yves Martinez, Luc Borde, la protéomique avec Carole Pichereau, et nouveau venu, la production végétale, avec la récente nomination de Vendry Delaporte depuis le 1er décembre. Donc, vous avez pour certains eu l'opportunité de le croiser, mais je t'en prie, Vendry. Bonjour à tous, donc vous l'avez compris, je suis Vendry Delaporte, récemment recruté par le CNRS
pour intervenir sur le service culture pour l'AFR, sur la production des végétaux. Donc voilà, je suis très content de rejoindre l'équipe et je serai très heureux de vous rencontrer et je n'y manquerai pas. Voilà. Merci. Donc, je dirais un mot ultérieurement sur ce nouveau service. Service de production végétale qui a tourné jusqu'à présent grâce à Renan d'Estrade, personnel mutualisé à 35% du LRSV pour ses surfaces de culture. Merci Renan pour le travail que tu as fait. Avec Stéphane pour ce qui est du suivi le fonctionnement de ces surfaces et tous les aléas que nous rencontrons actuellement, qui sont extrêmement dramatiques. On sachait qu'on fait vraiment beaucoup pour pousser nos tutelles à trouver des solutions au plus vite. J'étais par exemple hier soir avec le responsable des services techniques et immobiliers à l'Université Paul Sabatier, ce qu'on appelle le désembouage. Bon, les choses vont se faire, hein, il faut garder espoir, hein, mais il faut maintenir la pression. C'est pour ça qu'il faut le dire, ou au moins suivre les dossiers. Bon, en termes de personnel aussi, merci à Bruno Savelli et à Hervé Rota d'intervenir pour tout ce qui est informatique et réseau et gestion aussi des bases de données pour la plateforme imagerie. Dans notre organisation collective, il y a certes les plateformes directement attenantes à la FRAIB, mais il y a aussi les autres plateformes avec lesquelles vous interagissez énormément et qui font partie d'un environnement, d'un écosystème technologique avec lequel nous travaillons beaucoup. Par exemple, pour ce qui est phénotypage microbien et végétal, avec la plateforme TPMP, hein, qui est actuellement au LIPM, qui est une plateforme qui a émergé avec un rattachement au début de ce contrat de la fédération dans le cadre de l'AFR. Et c'est d'ailleurs une des particularités de l'AFR d'être un incubateur, souvent, des idées venant des laboratoires pour permettre la réalisation et la concrétisation de ces plateformes. À ces plateformes, ensuite, de suivre leur destin en fonction de critères divers et variés, notamment le choix des tutelles et les orientations à donner. Dans notre environnement, vous avez aussi accès à toute la plateforme d'écotronique qui est au Moody's, à la 7. Là, c'est une plateforme qui est CNRS INE là-dessus, avec lequel nous entretenons des liens pour soit les communautés écologues, soit les communautés végétalistes aussi, puisqu'il y a la partie serre, dont j'en parlerai. Et enfin, on va dire, dernier revenu sûrement, c'est la plateforme de métagénomique Agromix du LRSV, dans le cadre du réseau MetaboHub, mais qui fait partie notamment dans les appels d'offres sur ce petit plus sur lequel nous sommes attentifs, sur le soutien de nos financements vers des projets qui s'appuient sur ces plateformes. Nous n'avons pas la même action sur des plateformes qui sont en dehors, on va dire, de notre champ d'intérêt ou d'intervention. L'autre point qui est important, c'est de vous présenter aussi les aspects d'organisation de la fédération en termes d'organigramme fonctionnel, on va dire, dans le sens où, certes, il y aura toujours une direction, un comité de direction qui est constitué des directeurs, des directions des laboratoires, directeurs adjoints, un comité ou un conseil scientifique qui intervient sur la stratégie, on va dire, sur l'utilisation du budget et les appels à projets, et aussi la sélection, si on peut dire, hein, des séminaires. Un comité technologique, on va voir que le rôle peut être amplifié. Cette commission production végétale qui existait déjà et qui prendra un rôle accru, notamment avec la nomination de Vendry, mais aussi avec les prochains locaux du PAPSB. Hein, les surfaces de culture vont grandir pour la FRAIB et il est important d'accompagner donc et de créer un service nouveau pour l'utilisation de ces espaces. Alors aussi, je viendrai enfin, hein, cette commission Plan Campus qui est une nouveauté. J'insisterai beaucoup là-dessus, sur cette commission qui a déjà existé au début de ce projet. Elle a été créée peut-être il y a 10 ans, hein, c'est à peu près la durée, enfin, l'initiation de ce projet, puis est rentrée en sommeil
faute d'avancer sur ce projet-là, et maintenant que nous allons réactiver et qui aura un rôle important dans les mois et 2 années à venir. Alors, en ce qui concerne le conseil scientifique ou le comité scientifique, il faut le renouveler. Donc, ce comité scientifique a un rôle vraiment important sur les aspects stratégiques. Donc, merci de vous présenter. Les représentants tels qu'on les a définis en comité de direction de l'AFR du 2 décembre, c'est 2 représentants LIPM, 2 représentants LRSV, 2 représentants EDB, 1 représentant du CNRGV, 1 représentant de l'ACET, 2 non permanents, dont là l'idée c'est d'avoir un non permanent qui soit dans le domaine, on va dire, biologie cellulaire végétale, et un non permanent qui soit dans les domaines du champ de l'écologie, on va dire. Et nous avons aussi la possibilité, ça a toujours été le cas, de proposer des nominations qui viendraient compléter des champs thématiques qui ne seraient pas représentés à travers ces différentes élections, on va dire, dans les laboratoires. Même si, merci de prendre en compte justement cette représentativité-là lors de la constitution des équipes par les laboratoires. Le comité technologique va aussi avoir un rôle qui va, je pense, devoir augmenter. Et ça, c'est l'occasion, justement, avec le PAPSV, d'avoir un comité technologique qui soit renforcé. Et j'ai demandé à Cécile Pouzet de prendre en compte en fait, cette évolution à venir, d'harmoniser notamment les formations des différentes plateformes qui sont présentes, parce qu'il y a des formations qui se font dans un cadre de sites, on va dire INRAE, d'autres CNRS, d'autres universitaires, et d'avoir comme ça une offre de formation technologique qui soit proposée sur un même calendrier déjà, et le PAPSB, à travers les salles de formation qui sont présentes, justement, sera l'occasion d'avoir cette harmonisation de l'ensemble de ces formations. Alors, les représentants des plateformes font partie de ce comité technologique. Il y a aussi des utilisateurs qui en font partie. Alors là aussi, c'est un renouvellement qui sera nécessaire. Pas les représentants des plateformes, ce sont en général les responsables des plateformes, mais aussi des utilisateurs, et nous l'évoquerons lors du premier semestre de 2021. Alors, cette commission production végétale, qui aussi va devoir prendre un essor dans les 2 ans à venir en préparation du PAPSB, bien, elle existe déjà, hein, elle est constituée des personnels qui interviennent dans les services séristes de vos laboratoires. Là, il y aura un personnel sériste FRAIB hein, qui va intervenir, c'est vendredi, et des représentants des utilisateurs seront invités à nous rejoindre pour constituer en fait le fonctionnement de cette commission en fonction des espaces supplémentaires qui seront présentes dans le cadre du PAPSB et sur le site hein, pour les utilisateurs. Et donc, cette commission devra mettre en place un fonctionnement rationnel de ces espaces FR et des personnels qui interviennent. Bon, ça, c'est un gros travail aussi. Vous voyez très bien ce que je veux dire, hein, ce qu'il y a derrière. Et nous le construirons ensemble, hein, avec déjà une fiche de poste pour Vendée qui existe, mais malgré tout, un service dont l'organisation devra évoluer. Alors, pour ce qui est de la commission Plan Campus, encore une fois, elle existait déjà. Hein. Elle va être réactivée, renforcée avec des représentants des utilisateurs. J'en parlerai, je reviendrai dessus en toute fin de présentation. Et Xavier Barlet a accepté d'animer pour la fédération, pour nous tous, quoi, cette commission-là, pour rentrer dans ce bâtiment dans les conditions optimales, et ça se prépare collectivement. C'est un travail que nous devrons réaliser avec beaucoup de pression aussi sur nos chères tutelles pour arriver à un fonctionnement tel que nous le souhaitons, pour que les expérimentations ne prennent pas du retard lors de l'entrée dans ce bâtiment. Un point qui a été présenté à l'HCRS aussi, c'est le périmètre thématique tel qu'il est déjà.
et le périmètre thématique tel que nous le souhaiterions, on va dire, pour compléter un peu la gamme des approches scientifiques. Et bon, les périmètres thématiques actuels, ben, vous les connaissez, hein, dont c'est rappelons-les malgré tout, développement des plantes, biodiversité, interaction plein de micro-organismes, les interactions et la modélisation, qui pour les écologues ont un autre champ sémantique pour ce terme interaction, évolution, adaptation et spéciation. Ça, ce sont les thèmes qui sont actuellement dans vos laboratoires et les laboratoires qui sont rattachés à l'AFR, hein, membres de l'AFR. Et nous avons déjà entamé une démarche depuis 2 ans pour ouvrir vers des thématiques qui sont au champ, avec des évolutions auxquelles nous pouvons participer sur la mise en place de process et d'approches dites agroécologiques qui recouvrent une vaste possibilité, on va dire, d'intervention. Ce sont des points qui nous ont été présentés lors du forum de 2018 avec les activités de l'équipe Vasco du laboratoire Agir. Nous avons fait une démarche là-dessus et dans le prochain contrat, particulièrement, Benoît Lefebvre sera amené à intervenir dans cette action de rapprochement vers ces laboratoires dans le périmètre. Ça n'exclut pas évidemment que d'autres interviennent. Hein. On va dire, bon, avec sa connaissance et lui aussi sa démarche, comme il vous l'a présenté, d'évolution de sa thématique de recherche, c'est l'occasion justement d'aller vers ces laboratoires et de leur présenter un peu les objectifs et les intérêts qu'ils pourraient retrouver eux à nous rejoindre et nous à mieux connaître leur thématique. Alors ça, c'est en lien avec notre organisation en termes de laboratoires rattachés à la fédération. Il y a les laboratoires membres que vous connaissez, donc le laboratoire EDB, le laboratoire LIPM-E, donc avec peut-être un nouveau logo déjà, mais peut-être je devrais le mettre à jour. Désolé les collègues, quoi. Le LRSV aussi, avec une organisation différente. Je vous rappelle que nous étions 6 laboratoires, dans le sens où il y avait en plus de ces 5 laboratoires-là, le laboratoire génomique et de technologie des fruits, GBF, qui rejoint le LRSV, dont cette structure sera plus importante, mais on va dire qu'en termes d'effectifs, nous seront toujours les mêmes, et en termes de laboratoires membres, bien, il y aura un laboratoire de moins, hein, c'est le laboratoire GBF, mais qui est toujours présent, évidemment, à travers le LRSV. Et puis, 2 autres laboratoires, dans le laboratoire de la 7 au Moulis, et le CNRGV. Donc ça, ce sont ces laboratoires historiques, hein, qui restent au niveau de l'AFR en tant que membre. Ça représente à peu près un collectif, j'avais fait le décompte, nous avions demandé avec Sophie Guilhem les effectifs au 1er janvier 2019, et il y avait très exactement 458 personnes, dont 286 permanents et 172 contractuels. Rajouter des étudiants qui ne font pas partie de ces décomptes-là, vous avez une petite idée de cette masse critique que nous représentons en termes de capacité de recherche et en termes aussi d'importance sur le site toulousain. Alors, ces laboratoires membres, eh bien, ils ont des droits et devoirs. Ils participent aux décisions par le comité de direction, hein, avec leur direction qui participe et qui prennent les décisions de fonctionnement. Ils participent au fonctionnement général à travers les conseils, vous, élus, et merci à tous ceux qui ont participé dans le contrat précédent. Merci par avance à tous ceux qui vont participer. Surtout, ils participent financièrement, et ça, je vous le repréciserai. L'activité scientifique de l'AFR, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire le soutien aux activités, eh bien, elle se fait essentiellement par cette mise à pot commun financière des laboratoires membres. Et en retour, évidemment, tous les laboratoires bénéficient des soutiens de l'AFR. Voilà, c'est à la fois sur les séminaires, les appels à projets. Alors là, il y a une jurisprudence que j'appellerais la jurisprudence Julie Culimore 2017, hein, qui a différencié ces laboratoires membres des laboratoires partenaires, parce que c'est une notion qui n'était pas aussi précise que cela. Hein.
dont nous définissons des laboratoires partenaires qui peuvent être invités au conseil, aux différents conseils, qui participent aux animations, s'ils le souhaitent, et qui peuvent participer à des appels à projets cofinancés, si ces laboratoires le souhaitent, et si le comité de direction est d'accord pour aller vers ces thématiques. Donc, cette nuance est importante, mais apporte une grande souplesse. Et actuellement, comme laboratoire partenaire que nous avions déjà, donc il y a l'unité de service INRAE, donc GetPlage, qui fait partie vraiment d'une plateforme que plusieurs laboratoires utilisent énormément. Avec cette plateforme, nous avons beaucoup de liens fonctionnels, de liens de réflexion, de discussion. Donc ça, c'est un point important. Nous avons gardé un lien avec l'entreprise Inolea. Nous avions depuis quelques années en tant que partenaire Biogema. Et en fait, il y a eu l'utilisation de salles de culture qui a été faite, qui ont été réalisées sur les espaces de Biogema. Et pour avoir contacté Bruno Gresbessé, donc Biogema n'existe plus en tant que tel, mais la partie qui reste au nord de Toulouse, sur Mondoville, je crois, Inolea. Donc Bruno Gresbessé est tout à fait d'accord pour que l'on continue cet affichage et la possibilité d'avoir des intérêts croisés. Alors la grande question qui se pose, c'est si on veut une ouverture vers l'agroécologie, si on trouve ça pertinent, comment on l'organise? Mais ça, c'est en discutant avec nos collègues de ces laboratoires-là. Donc, si une démarche a été déjà entreprise avec Agir, ils sont, on va dire, en cours de réflexion encore. C'est un point qu'ils doivent réfléchir avec nous, toujours. Vous avez vu la présentation récemment d'Alban Jacques, du laboratoire PPGV de Purpan, qui, eux, sont plus incités, on va dire, à nous rejoindre. Donc ça, c'est une possibilité. Et dernièrement, nous avons eu des échanges avec le laboratoire d'Inafor, dont nous pourrions avoir aussi de belles perspectives de collaboration et d'échanges scientifiques. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous devons discuter, faire mûrir dans le cadre de ce contrat 2021-2025. Donc voilà, ça c'est une perspective d'ouverture qui n'est pas du tout finalisée, qui est en cours de discussion. Ceci dit, le partenariat, c'est quelque chose d'extrêmement souple, on va dire, d'organisation, et nous pouvons le faire à tout moment, à partir du moment où il y a une entente commune, nous pouvons le faire à tout moment du contrat. Donc, un mot sur les animations scientifiques que nous avons réalisées. L'animation scientifique, eh bien, c'est très dépendant du budget, bien évidemment. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, le budget moyen de la FRAIB, hors budget de la plateforme Imagerie, qui fait partie de la plateforme de la FRAIB, mais qui n'est pas un budget utilisé pour ces aspects d'animation scientifique. Donc, le budget moyen, c'est 120 000 € par an. À peu près, il y a 25% qui proviennent du T3. Bon, depuis les 5 ans, en fait, il y a une diminution de la dotation, mais nous ne sommes pas les seuls à la FR. Toutes les structures de l'UPS ont eu à subir une diminution du budget de fonctionnement. Par chance, le budget du CNRS, lui, a augmenté pour arriver à peu près à 30% du budget actuel. Et une grande partie de ces fonds provient de mise au pot commun, d'une mutualisation de crédits qui est resté stable sur la période. Donc, ça veut dire que c'est un effort des laboratoires pour abonder en fait l'animation scientifique dans la FRIB, puisque 45% des fonds de mutualisation proviennent justement de ces unités. Et de ces 120 000 €, nous en déduisons, nous utilisons 85 000 € pour l'animation scientifique. Donc là, je vous ai mis, je l'ai présenté à l'HCRS, c'est sur les années à venir. Donc ça fait 3 ans qu'on est à peu près à cette dotation. Là, il y a 2020, ça a été la même chose, 85 000 €. Et donc c'est un effort accru qui a été réalisé. Cet effort d'animation scientifique, il est ancien, c'est quelque chose qui a toujours existé. Durant la période, ici, ce que j'ai voulu souligner, c'est que durant ces 2 années, l'incubation de TPMP a fait une orientation du budget vers un soutien
partiel, hein, il y a eu bien d'autres soutiens bien plus importants, hein, mais en tout cas, la FRAIB est intervenue aussi pour le support à TPMP. Et le LADEX Tulip a participé justement conjointement au financement, au cofinancement des activités scientifiques pour maintenir justement notamment l'appel à projet interunité, qui est une action majeure, phare de la FRAIB. Donc voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça se passera dans l'avenir aussi. C'est ce budget important, 85 000 euros. Bon, je vais faire un peu de la promotion auprès de vos directions de laboratoire. Mais quel bel investissement vous faites, puisqu'en gros, c'est 45% de fonds d'utilisation, c'est 50 000 euros. Et pour 50 000 euros investis, vous en récupérez 85. Donc, c'est un très bon placement pour une émulation scientifique. Et je vous incite à poursuivre cet effort de financement, voire même à le développer. Bon, très bien, c'est mon devoir. Bon, l'animation scientifique, si vous voulez un détail, je vous incite à aller voir notre site FRAIB. Hein, il est simple à retenir. Vous mettez même sur moteur de recherche FRAIB, si vous n'avez pas l'habitude de le regarder, vous tomberez dessus. Et vous verrez notamment les différentes animations scientifiques qui sont proposées, les séminaires, le jeudi science, le forum et les appels à projets. Alors, à propos d'appels à projets, donc je vais juste faire un rappel sur l'appel à projet phare de la FRAIB, c'est l'appel à projet interunité, où nous travaillons à travers cet appel à projet sur les synergies scientifiques, hein, sur les interactions thématiques. Donc ça, c'était notamment avec l'écologie et on va dire la biologie cellulaire végétale. C'était ciblé sur cette obligation, il y a quelques années, d'avoir cette dualité. Depuis qu'il y a le LADEX Tulip, dont c'est l'objectif par ailleurs, hein, d'avoir cette synergie thématique, hein, et y compris le UR, eh bien, nous avons assoupli cette règle d'interaction thématique entre nos deux grandes thématiques, on va dire. Ceci dit, la HCRS nous a demandé de réfléchir à trouver une façon de renforcer encore les liens entre écologues et biologie cellulaire. Je ne sais pas comment il faut le dire, on hésite toujours sur les mots. Bon, c'est un point que le conseil scientifique sera amené à aborder pour le prochain contrat. Un point important, c'est que ça permet aussi le décloisonnement des laboratoires, même si vous ne vous sentez pas trop cloisonné, mais permettre des rencontres entre personnes pour initier des projets. Et ces projets, ils ont pour qualité d'avoir un effet starter, une incitation donc à la rencontre et une incitation à l'utilisation des plateformes, du périmètre de la FRAIB. Ce périmètre, c'est ce périmètre élargi, c'est-à-dire aussi bien les plateformes de la FR que les plateformes des laboratoires que je vous ai citées tout à l'heure, ou bien de l'unité de service INRAE, hein, de GetPlus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les plateformes de notre périmètre, moins scientifiques. Alors, durant la période, nous avons financé 21 projets, durant la période du précédent contrat, 21 projets, avec des financements qui ont varié selon les années. Et ça, c'est lié à des orientations qui sont fixées par le conseil scientifique. Donc, vous voyez ici, en 2018, par exemple, nous avions un budget total de 72 000 euros que l'on définit à l'avance donc avec le conseil scientifique. Et le CS a le choix de cibler ces financements sur un petit nombre ou un grand nombre de projets. Donc, ça fait partie des discussions. Ça dépend de ce qui s'est passé les années suivantes, ça dépend des dates, de la façon dont les projets sont positionnés. Et donc, en 2018, nous avions positionné 8 projets de 9 000 euros, alors que cette année, nous avons positionné des projets de 15 000 euros. Alors, la dotation a baissé 45 000 euros, mais c'est parce qu'il y a eu un autre projet que vous connaissez par ailleurs, que je vous présenterai, appelé le projet Jeunes Scientifiques. Donc, ça a été un choix d'orientation du budget par le CS. Donc, le CS aussi a ce rôle-là. Donc, venez y participer pour justement travailler sur ces orientations-là. Alors, à titre d'exemple, hein, pardon pour les autres, mais j'ai sorti 4 projets d'exemples là-dessus. Un projet déjà ancien, de 2014 là-dessus, ça faisait partie
des dates de l'évaluation HCRS, l'influence sur la température, la contribution de sénisation calcique sur la résistance des plantes chez Ralstonia. Donc, entre Richard et Didier là-dessus, et qui donnait lieu à l'ANR 2017 Capture. Il faut savoir qu'une fois ce financement acquis, nous demandons une participation lors des forums. Nous demandons aussi qu'il y ait une fiche retour qui nous soit faite, dont j'ai extrait ces informations, là, notamment pour le mettre dans le bilan HCRS et pour pouvoir les présenter par ailleurs. Autre sujet que j'ai tiré dans le lot des 21 projets, c'est ce projet Gracile sur la génomique des ciliés. Et ça, c'est un projet entre Delphine Legrand, Hervé Philippe et William Marand de CNRGV, donc en 2018. Un projet entre la SEM, c'était pas encore la CEP, et EDB, Simon Blanchet et Lisa Jacquet, qui a porté ensuite sur une proposition de projet NR Jeunes Chercheurs. Et ça, c'était sur la variabilité intraspécifique et l'évolution des phénotypes dans des écosystèmes complexes aquatiques. Un dernier exemple que je voulais vous citer pour vous montrer un peu la plasticité de ces appels d'offres et de leur intérêt, c'est ce projet qui est très appliqué là-dessus, mais qui est en lien avec une thématique scientifique donc, qui est sur les aspects oxyniques de régulation du développement, qui a consisté en fait à compléter un plateau d'imagerie au niveau de TPMP. Ça, c'est Christophe Jacquet et Sandra Benzmien qui avaient déposé, dans l'ordre Sandra Benzmien et Christophe Jacquet, en collaboration avec TPMP et la plateforme imagerie. C'était en 2018 avec la participation à l'acquisition d'un robot et un projet qui en est issu, du moins, est déposé à l'ANR. Donc voilà un peu l'intérêt de ces effets starter, d'interaction entre des collègues des différents laboratoires et la pertinence en fait de cet investissement. Alors nous avons d'autres appels à projets qui ont été proposés aussi, et notamment cet effort d'ouverture vers l'agroécologie qui a donné lieu à un appel à projet entre la FRAID et l'équipe Vasco du laboratoire Agir. Ça a été initié en 2019 en termes de projets, 2 projets qui ont été financés. L'idée, c'est d'avoir un cofinancement, c'est-à-dire que l'AFR finance le partenaire de l'AFR et l'équipe Vasco cofinance la personne de son équipe. Donc voilà, c'est un travail qui a été fait, qui doit être reprécisé, retravaillé sûrement, mais qui a toute sa pertinence justement pour assurer les liens avec les collègues et ces thématiques. Alors, la nouveauté qui a été réalisée, initiée, en fait réfléchie en 2018 et initiée en 2019, c'est l'appel à projet Jeunes Scientifiques. Cet appel à projet, en fait, initialement, nous avions prévu 15 000 €, 3 projets de 5 000 €. Et dès la première année, nous avons eu une forte demande de la part des jeunes scientifiques, c'est-à-dire les doctorants, les postdoctorants et des CDD recherche aussi, pour participer à cet appel à projet. Et la première année, si je ne me trompe pas, je crois que nous avons réussi, parce que nous étions en fin d'exercice et nous avions des budgets résiduels, je crois que nous avons réussi à financer 7 projets. Cette année, donc, nouvel exercice, 19 projets qui nous sont arrivés. Bon, après discussion, 16 ont été conservés. Alors, cette discussion est liée au fait qu'en parallèle, il y a eu l'ouverture de l'appel à projet, celle pour de l'UR Tulip, qui a des objectifs qui sont relativement différents. Et donc, du coup, c'est très intéressant d'en discuter au sein de la FR et avec les UR pour savoir s'il y a redondance ou pas entre ces 2 appels d'offres, s'il faut les garder, s'il faut décaler les dates. Donc ça, ce point de discussion, encore une fois, c'est le CS qui aura la main sur ces aspects. Bon, ça n'empêche pas d'avoir soi-même sa propre idée là-dessus. Mon sentiment, quand même, c'est qu'il y a une forte demande
et que ces appels à projets sont très formateurs. Nous travaillons évidemment depuis de nombreuses années de plus en plus sur les appels à projets. Actuellement, ils ont chacun leur spécificité, l'appel à projet FR Jeune Scientifique et l'appel à projet Side Project de l'EUR. J'ai l'impression que c'est juste une question de date à travailler. Mais c'est une discussion ouverte et ça serait intéressant de travailler là-dessus tous ensemble. Autre point important aussi dans l'animation scientifique, ce sont les séminaires avec les jeux de sciences, mais aussi des séminaires scientifiques qui sont réalisés. Alors, vous allez être surpris, 76 conférenciers qui ont été invités durant le dernier contrôle. J'étais moi-même surpris. Mais en fait, il faut se rappeler que la FRAIB organisait la grande majorité des séminaires sur site. Puis ensuite, il y a eu les séminaires prestige de Tulip qui sont arrivés, et après, des séminaires à laboratoire qui sont devenus de plus en plus nombreux. Donc finalement, nous nous retrouvons avec 3 guichets actuellement pour avoir des séminaires. Et là, je pense que ce sera l'occasion aussi soit de définir un mode de fonctionnement sur ces séminaires qui soit très strict. Par exemple, hein, vous faites venir dans le cadre d'un jury de thèse un extérieur, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, comme ça on va dire que c'est plus équipe ou laboratoire. Vous avez vu un article, vous avez un collègue qui vient de publier, vous voulez absolument discuter avec lui, le guichet FRAIB pourrait être utilisé parce que c'est très rapide en fait, et vous avez à faire venir quelqu'un scientifique réputé pour un séjour sur place, et ça pourrait être le séminaire au prestige Tulip. Donc voilà un peu la façon dont on pourrait faire un mode d'emploi relativement ciblé là-dessus. Encore une fois, c'est une proposition hein, qui est faite, et c'est à définir. Bon, la FRAIB a aussi fait d'autres soutiens à l'animation scientifique, les ateliers et les soutiens aux manifestations, avec des workshops. Alors, pour les congrès, il y a déjà des financements, mais par contre, si vous avez des workshops interunités, où en général, il n'y a pas de possibilité d'avoir des financements spécifiques, si vous avez besoin de cahiers, de pauses café, eh bien, venez en discuter à la FR. C'est aussi un soutien que nous avons réalisé. Alors, la communication, c'est un travail à poursuivre. Sophie Guillem et Gaël Estève, en tant que prestataires, on va dire, pour ComScience, interviennent dans ces activités-là. C'est eux qui ont la main et qui font la réalisation, évidemment, avec la participation de tous. Hein. Si on prend l'exemple du forum, le dernier 2018, en 2019, c'était le renouvellement, on n'en a pas fait. En 2020, il y a le Covid, donc nous n'avons pas fait non plus. On attend le prochain forum avec impatience pour justement développer les interactions. Oui, application numérique digitale mutualisée, il y a aussi de la création. Si vous ne connaissez pas PSEN, tapez aussi dans un moteur de recherche, vous allez sur la page web FR et vous aurez ce portail très intéressant qui est enrichi régulièrement d'ailleurs par Cécile qui est intervenue, mais sinon il y a beaucoup d'interventions qui sont faites aussi. Qui est intervenu dernièrement sur PSEN? Sur des collègues de Montpellier, donc qui interviennent pour enrichir, se proposer des protocoles en fait qui soient diffusés à la communauté scientifique francophone. Il y a déjà un agenda des séminaires dont nous aurons à reparler pour harmoniser les séminaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, des différentes structures. Alors, les jeux de sciences, ça c'est typiquement une opération qui est sous la main de Sophie Guillem, mais avec l'aide de Sandra Mazmeyen et de Sophie Mamzi, qui interviennent pour la partie EDB. Et ce sont des présentations intéressantes et on souhaiterait les faire évoluer, notamment pour ceux qui interviennent, voir la possibilité d'intervenir aussi vraiment dans un aspect d'intervention vers un grand public, éventuellement vers le quai des savoirs. Voilà, ça c'est un point que l'on souhaiterait aussi travailler. La dernière chose, c'est que notamment lors des OFF, nous participons comme vous tous à la fête de la science et c'est typiquement la plateforme Imagerie qui intervient. Et en fait, à cette occasion-là, c'était une évidence, mais encore fallait-il la pointer. Nous avons donc ce jardin botanique Henri Gossin
qui jouxte le muséum, qui est un lieu extrêmement favorable au passage et à la diffusion et à la communication. La directrice a amené Nathalie Séjourne-Delmas, qui est d'accord pour nous proposer un espace d'exposition. Donc voilà, nous avons un lieu justement qui va nous permettre de faire une communication grand public et il faut s'en saisir. Alors le dernier point là, sur ces aspects de diffusion d'informations qui est sur le site web, je vous invite à aller lire les portraits que propose Solange Cassette dans cette rubrique qui fait partie du patrimoine scientifique immatériel, c'est le patrimoine immatériel de la recherche, comme on appelle ça. Et donc vous allez sur le site web et vous verrez ces différents portraits qui interviennent à la valorisation en fait de ce patrimoine des laboratoires de l'AFR à travers des portraits de personnalités marquantes pour le site et avec une façon très, on va dire, personnelle, humaine, de raconter cette trajectoire à la fois de vie et scientifique. Et il y a y compris aussi des portraits de personnes qui ne sont pas sur site, mais qui l'ont été. Dans le cas de Patrice Lerouge, qui nous a proposé un texte très personnalisé de la façon dont il a vécu cette aventure-là sur les facteurs nodes. Merci à Fabienne aussi d'avoir accepté cet exercice qui n'est pas toujours facile pour nous de présenter notre vision. Donc, ce sont des portraits de personnes de science dans le cadre de ces stratégies-là. C'est très intéressant, je pense, à poursuivre. Et merci à Solange d'avoir initié ce nouveau travail, on va dire, pour l'AFR. Alors, les plateformes technologiques, ben là, nous avons une grande chance d'avoir un écosystème extrêmement favorable. Nous avons ces plateformes FR, donc avec la plateforme imagerie 4 personnels, la plateforme protéomique 1 personnel, ce qui est autrefois proposé comme un équipement des appareillages communs avec la serre et les chambres de culture. Mais là, nous avons un personnel qui arrive et donc la partie développement d'un plateau technique de production végétale. Ça, c'est quand même très enthousiasmant. La partie documentation avec Solange Cassette qui est aux manettes. Vous avez dans cette bibliothèque qui est présente aussi, qui peut être utilisée. Quand j'y vais, je vois du monde qui est présent. Vous savez, c'est un lieu aussi qui est très agréable pour se retirer, faire de la rédaction, par exemple. Donc voilà, nous avons cet environnement et évidemment, les plateformes qu'il y a de vos laboratoires ou de structures de tutelle qui interviennent comme soutien très, très important. Donc ça, c'est des points que j'ai développés évidemment lors de l'HERS et qui ont été ressentis avec énormément d'intérêt et parfois, pas le dire de jalousie, parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir ça, mais en tout cas, une belle organisation sur site et un accès qui est vraiment favorisé. Alors, le dernier point est très, très important, c'est justement ce pôle agrobiosciences. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore fait le lien, PAPS, hein, ça veut dire ça, ça veut dire pôle agrobiosciences. PAPS B, parce qu'il y a eu un A qui a été construit il y a à peu près 7 ans ou 8 ans au niveau de l'ENSAT. Et dans ce bâtiment tel que vous le voyez ici, vous reconnaissez donc les espaces, hein, l'IPM, la partie du pôle biotechnologie végétale ici, et ce bâtiment tel qui est représenté dans cette vue d'architecte, là, 2500 m² de surface, avec un espace recherche de près de 1400 m². Dans les plans, vous les avez vus diffusés, alors soit dernièrement, soit c'est des plans qui sont relativement déjà établis depuis plusieurs années, hein. Un rez-de-chaussée dont l'utilisation est liée à une salle de séminaire qui sera équipée, donc 200 places, équipée totalement, c'est-à-dire ça faisait partie des interrogations. Il y aura et les fauteuils et la vidéo qui sera sur place, hein. Des salles de réunion qui sont présentes à ce niveau-là, des espaces, on va dire, bureau FR, et c'est ce plateau d'imagerie actuellement dispatché dans de nombreux petits bureaux sur la partie de biotechnologie végétale et qui va être regroupé donc, au niveau de cette partie du bâtiment de façon optimisée, avec aussi des développements, notamment une pièce qui va permettre de faire l'analyse d'images, qui est un gros problème qui actuellement, où traiter les images
sur place. Donc voilà, ça offre de nouvelles opportunités sur le développement de l'imagerie. À l'étage, eh bien, c'est toute la question. Donc, l'organisation générale, vous l'avez vu sûrement au moins dernièrement, avec une surface totale de laboratoire ici de 340 mètres carrés, avec 25 bureaux qui constituent une couronne autour de ces surfaces, une partie L2 qui est ici, et 10 salles de culture, dont 8 sont de 6 mètres carrés, 2 de 9,1 mètres carrés. Et cette serre, donc, qui est mixte S1, S2, puisque dans les occupants, les partenaires qui sont prévus sont des chercheurs des laboratoires LIPM, EDB et LRSV. Donc, il y a une partie d'espace qui est mixte, on va dire, sur cette serre, transformable, une partie S1 et ou S2. Alors, si vous avez le sentiment de prendre le train en cours, n'en soyez pas surpris. C'est un projet qui a 10 ans. Tout le monde s'y est épuisé dessus. Et on va dire, il y a eu un certain mutisme pendant plusieurs années en se demandant est-ce que ça allait vraiment être construit. Donc, comme vous le savez, nous avons eu la confirmation de la construction de ce bâtiment récemment, en novembre. Le 2 décembre, nous avions un comité de direction de la FRAIB pour préciser les modalités de réflexion sur l'occupation de ce bâtiment. Alors évidemment, il y avait un existant, mais il faut relancer les choses là. Et donc, ce que nous proposons entre les laboratoires, c'est que les unités utilisatrices, dont là je les ai mises dans l'ordre tel que les effectifs étaient initialement prévus lors de la construction de ce bâtiment, LIPM, EDB, LRSV, la partie FRAIB au rez-de-chaussée, là-dessus. Et donc l'idée, c'est de voir comment les équipes se projettent dans ce bâtiment, d'accompagner cette discussion et de prévoir tout l'environnement nécessaire à l'occupation de ce bâtiment. Donc, la première échéance que nous nous fixons, c'est une échéance interne. Donc, ma foi, si c'est début avril plutôt que début mars, ça n'aura pas une conséquence dramatique. Donc ça, c'est en mars 2021, c'est un comité de direction FRAIB sur le point que nous pourrons faire de vos discussions intra-laboratoires, et on se réunit pour savoir finalement comment peut-on accorder les besoins, les demandes sur les futurs utilisateurs. Est-ce qu'on peut envisager une cohérence scientifique ? Est-ce que ce sont des points qui sont affinés avec le temps? Donc voilà, c'est un point d'étape. Ne le voyez pas comme mars 2021, il faut que tout soit bouclé. Et pour faire avancer cette réflexion commune entre les laboratoires, alors que vous avez besoin d'en discuter au sein de vos laboratoires, donc ce que l'on prévoit, c'est donc d'ouvrir la participation à la commission Plein Campus, même si vous n'êtes pas sûr que vous allez y aller en tant que responsable d'équipe, par exemple, mais que vous pourriez y aller, mais ça dépendra de la façon dont ça va se passer, eh bien, participez à la commission Plein Campus. Donc ça, c'est Xavier Barlet qui aura le rôle d'apporter des réponses techniques qu'il connaît déjà très bien en interaction avec les SDAR de l'INRAE pour la conduite de l'opération, et la façon dont il pourrait répondre à des questions déjà sur ce qui va être présent dans ce bâtiment. Et après, les questions qui sont ouvertes, qu'il faut résoudre avant d'entrer dans le bâtiment, ce sont les discussions sur les personnels en appui à la recherche, les équipements, autres que des paillasses, ça c'est prévu, c'est les équipements associés pour faire une année. Comment on gère l'occupation entre les équipes, le fonctionnement, quels sont les coûts qui seront associés à l'occupation de ce bâtiment? Y aura-t-il une aide au déménagement? Ça dépendra de discussions. Pour ce dernier point, l'UFTMIP a un budget qui provient de ces sommes Plein Campus qui sont positionnées, qui rapportent des dividendes et qui permettent d'abonder certains projets pour notamment aider au déménagement. Donc, vous voyez, il y a des points à évoquer, à préciser,
et ensuite en charge à Xavier en interaction avec le comité de direction de la FRIB, la direction de la FRIB, de faire ce suivi des besoins et de négocier avec les tutelles. Donc ça, ne soyez pas inquiets de ne pas avoir ce type d'informations. Ce sont des informations que nous n'avons pas, que nous devons mettre en place avec les tutelles. Et les tutelles n'ont pas, comme nous, n'ont pas été extrêmement pressés non plus d'avancer sur ces discussions, étant donné que le bâtiment était encore virtuel. Voilà, c'est maintenant, nous y sommes, nous allons nous y engager. C'est le rôle de nous, futures directions, aussi d'accompagner ces aspects-là. Et l'objectif, c'est fin novembre 2022, livraison du bâtiment, au retard près de construction, on va dire, quoi. Et donc d'arriver dans un bâtiment qui est prêt à être fonctionnel dès la venue des chercheurs. Donc voilà, ça c'est un objectif que nous devons atteindre collectivement. Et associé à ce bâtiment, vous le savez, il y a la structuration de l'AFR. Exemple l'année, le service de production végétale de la FRIB, avec ces infrastructures qui seront de plus en plus importantes. Nous avons actuellement 5 salles de culture et une CRS2. Et avec le PASB, nous aurons ces surfaces très importantes à gérer, à optimiser, à faire fonctionner au mieux. Nous avons un personnel que le CNRS a déjà positionné en avance là-dessus. Bon, vous connaissez l'historique de ce poste-là. Le fait est, c'est que, et si vous ne connaissez pas, on vous l'expliquera là-dessus, donc ce sont des services que à la fois Vendrille et les services actuels doivent organiser. Nous avons prévu ce type de préparation et de réflexion sur le fonctionnement. Et évidemment, tout cela ne pourra se faire qu'en demandant de nouveaux personnels. Et typiquement, ce sont des demandes que j'ai déjà faites à l'université, notamment en termes de mutation. Nous avons un dialogue de gestion avec le CNRS. C'est une demande qui va être sûrement proposée. Nous devons le discuter avec les directeurs d'unité. Voilà comment nous allons avancer de façon très proactive, on va dire, avec les tutelles, pour arriver en fait à ces services fonctionnels, avec une commission culture à ce moment-là qui sera interlaboratoire. Nous allons voir d'abord avec les directions des laboratoires comment organiser cela, puis la FRIB avec les services de vos laboratoires, et in fine, avec des représentants des utilisateurs, nous aurons quand même pas mal d'espace. Il faut le voir comme une opportunité, pas mal d'espace que nous pourrons utiliser, et nous organiserons à ce moment-là l'utilisation de ces espaces tel que nous souhaiterions le faire déjà depuis longtemps. Voilà. Mais par manque d'espace, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Alors, pour conclure, ce que je pouvais dire, c'est si on vous demande ce qu'est l'AFR, si on vous demande ce qu'est l'AFR, j'espère que vous en êtes convaincus, c'est un acteur de cohésion, une plateforme de coordination entre les laboratoires, c'est le lieu d'échange et d'harmonisation entre les différents laboratoires. On le sait, il y a des cultures au laboratoire, c'est tout à fait normal. Donc, il faut arriver à trouver des moyens de discuter et de créer des choses, quoi. Alors, j'ai mis ça, bon, voilà, un défibrillateur des synergies scientifiques entre les laboratoires. Ben oui, parce que vous le savez, faire de l'interdisciplinaire et de l'interlaboratoire, ça vient en plus de nos activités par ailleurs. Et donc, le pouls, les pulsations retombent très vite dans ce type d'action. Il faut mettre de temps en temps un petit électrochoc, et cet électrochoc, on le met chaque année à travers les projets interunités. Donc voilà, c'est aussi un rôle important. C'est un instrument de structuration, c'est une unité fonctionnelle, la FRIB. Il y a du personnel, il y a des aspects techniques, il y a un soutien scientifique. C'est un levier pour la création et le développement de l'offre technologique. Le dernier exemple, eh bien, c'est la production végétale. Voilà, le dernier exercice que nous avons à accompagner. C'est un lien avec nos tutelles pour discuter des orientations, des postes, des besoins. Il y a un partenariat qui est en cours avec l'INRAE et l'INP qui existe, qui est très fonctionnel, qui est très actif, très bonne relation. Je peux le dire en tant que directeur de la structure, effectivement, ce sont des tutelles, des partenaires qui interviennent déjà dans le fonctionnement. Faut-il que cela soit des tutelles, de mon lapsus précédent? C'est une question qui est ouverte, qui a été discutée, défendue très fortement par la précédente présidente de centre, Michel Marin, et qu'il faudra peut-être poursuivre à l'avenir, suivant notre évolution d'organisation, notamment liée au PAPSP.
Ça a un rôle important dans la visibilité déjà toulousaine, universitaire, ça c'est clair, toulousaine au niveau de l'IFTMIP et autres. Alors régional, c'est un point qui serait intéressant à développer dans la région Occitanie en tant que souple. Ça c'est un point que j'ai initié avec les différentes tutelles de sites et qui sera important durant le contrat à appuyer avec certes le président de l'université, avec la DR14, et aussi avec le président de centre sur Osefie. Donc, si on vous demande ce que c'est la FRAIB, eh bien, regardez, ce sont des chiffres consolidés de publications et leur évolution qui sont proposés toujours sur le site FR. Ce sont vos publications des 6 laboratoires actuels de la FR. C'est Solange Cassette qui fait cette compilation et qui fait cette présentation. Avec Gaël pour la mise en place sur le site. On voit d'ailleurs un certain effet Covid, parce que je ne suis pas sûr qu'on arrive à rattraper, on verra bien ça cette année sur les publications. Et ce qui est intéressant de voir à travers cette évolution de publication, oui, il faut modérer par le fait qu'il y a une évolution globale de publications à travers le monde, malgré tout, hein, comme l'a souligné dans le rapport HCRS le comité, tout cela témoigne d'un excellent environnement de travail, en partie grâce aux nombreuses synergies initiées par la FRAIB, notamment les appels à projets interunités, mais aussi grâce aux différents soutiens reçus au travers des LADEX, TULIP et CEBA. Bref, la FRAIB, c'est un instrument, parmi d'autres, d'appui à vos travaux scientifiques. Et pour conclure, dernier point, là aussi c'est une phrase de la vie globale HCRS que j'ai bien appréciée parce que ça correspond à l'exercice que l'on a fait avec Jérôme et Julie et que l'on va poursuivre. La FRAIB fonctionne de manière collégiale, ce qui lui permet de coordonner de manière harmonieuse les différentes disciplines qui la composent. Eh bien, nous allons travailler dans ce sens-là pour les 5 ans à venir et je vous remercie pour votre écoute.